Bonjour Gabriel, Bonjour Estelle, bonjour la Guadeloupe. je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette conversation inspirée. Merci à toi pour ton invitation. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter succinctement. Et si tu veux rajouter après quelque chose, n'hésite surtout pas. Mhm. Alors, avant, tu as travaillé en fait dans le secteur médical, Mhm. dans différents services, comme la chirurgie, la gériatrie, l'alcoolologie. Et en 2003, tu as décidé d'accompagner les gens autrement afin qu'ils gèrent mieux leur stress à travers des techniques psychocorporelles. Et tu as créé ta propre structure. Et en 2010, si je ne me trompe pas, c'est là que tu as découvert le prana. Et c'est là qu'une nouvelle, finalement, aventure a commencé aussi pour toi. Alors, c'était en 2006. 2006. 2006 où j'ai démissionné de mon poste d'infirmier, où j'étais en CHU de Nancy, dans le nord-est, et c'est en 2012 que j'ai connu le prana, et D'accord, j'accompagne depuis 2014. Donc, en d'accord, individuel, en collectif, en résidentiel, en ligne et à domicile maintenant. d'accord, très bien. Et du coup, pour commencer cette conversation, est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est le prana? Le prana, c'est très simple, c'est l'énergie universelle de vie sans laquelle la vie n'est pas possible. L'énergie universelle de vie. Hormis les organismes anaérobies, peut-être dans le fond des abysses des océans, qui vivent sans oxygène et peut-être sans prana, je ne sais pas. Mais a priori, le vivant, que ce soit animal, végétal, humain et peut-être même minéral, on ne peut pas vivre sans le prana. On peut avoir du sang, de la lymphe, des muscles, des os, Euh, s'il n'y a pas de prana, il n'y a pas la vie. Alors on peut manger, mais même en mangeant, s'il n'y a pas le prana, même en mangeant, il n'y a pas de vie. Voilà, donc après le prana, c'est un terme sanskrit de l'Inde, de l'Inde védique, puisque prana fait partie des premiers écrits il y a plus de 5000 ans de l'Inde au travers des Védas. Et dans les Védas, on trouve la terminologie prana comme énergie universelle. Et pour être plus précis, euh, les, les, les hindouistes reconnaissent 5 types de prana. Donc ça, c'est pour le côté technique. Il y a le prana du ciel, il y a le prana de la terre. Et après, au niveau de la répartition et de la physiologie pranique de l'organisme, on a prana, apana, viyana, udana, samana. 5 types de prana. Mais bon, tout ça, c'est du prana. Et puis, prana, c'est un terme sanskrit de l'Inde traditionnelle, mais en fait, on a l'équivalent sur tous les continents et depuis toujours, indépendamment de l'Inde, puisque chez les catholiques, le prana s'appelle la lumière. Chez les juifs, le prana s'appelle Ruah. Chez les Amérindiens, ça s'appelle Wakanda. Par exemple, dans la Grèce antique, le prana euh, euh, s'appelait. J'ai petite absence, je ne sais plus. Le souffle, Pas grave. pneuma, voilà, pneuma, comme le souffle, pneuma. Donc ça a toujours existé et tout le monde l'a reconnu depuis toujours. C'est juste qu'aujourd'hui, la science a un petit peu de mal avec ça, puisque officiellement, ce n'est pas étudié. La nourriture pranique, le prana ne sont pas étudiés officiellement en dehors de l'armée, en dehors de la NASA, qui étudie secrètement le prana parce que ça les intéresse. Et puis, seule référence sur le terme prana et sur la physiologie appliquée à l'humain de la lumière que je connaisse, c'est le professeur Fritz Albert Popp, un Allemand qui est physicien spécialisé dans la lumière, donc dans les photons. Le prana, c'est la particule de lumière de photons émise par le Soleil. Et donc lui, en 1973-74, a baptisé
le prana comme étant le photon, particule de lumière, et devenant biophoton, particule de lumière appliquée à la physiologie humaine. Voilà, ça c'est le prana. D'accord. Et du coup, tu as pris connaissance pour la première fois du prana en regardant le documentaire Lumière, qui est Tout à sorti fait. en France. Et c'est d'enquête en fait sur des personnes qui ne mangent plus pour se nourrir et pour vivre. Et tu disais que la première fois que tu as regardé ce documentaire, tu l'as complètement rejeté. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, en toi, pour que tu changes d'avis en fait. Oh ben, pas grand-chose en réalité, sinon une posture personnelle avec moi-même et envers l'inconnu. Très simplement, j'ai toujours fonctionné à savoir, me donner les moyens de savoir, de connaître, plutôt que de rester dans croire ou ne pas croire. Donc je suis passé de crétin fini à crétin moyen en ne restant pas sur ma première réaction face au prana, quand mon trésorier de l'époque me dit chez lui, ah, tu sais que il y a un DVD qui s'appelle Lumière et qui dit qu'on peut vivre sans manger. Si tu veux, je te montre, je t'explique. J'ai complètement rejeté l'idée en tant qu'infirmier, en tant que cartésien. J'ai complètement rejeté. Et puis, quelques temps après, quelques semaines après, je me suis dit, mais Gabriel, ne reste pas sur une croyance limitante, vérifie, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est des conneries, que ça n'existe pas, et peut-être que ça existe et que c'est pas des conneries. Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet, à me renseigner, à me documenter, et tout ça pour m'inscrire. Ça, c'était fin 2011, hein, le DVD Lumière, et tout ça pour m'inscrire début 2012 à un stage, une retraite résidentielle en pause alimentaire pranique, en processus pranique de 21 jours, chez Henri Montfort, en France, qui était, jusqu'il y a 2-3 ans, jusqu'au début 2000, il était la référence en France du prana. Henri Montfort est un Breton qui, à cette heure-ci, n'a pas mangé depuis 19 ans. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est pranique. Ok. Voilà. Et du coup, comment tu disais que le prana, en fait, c'est de l'énergie et c'est de la lumière qui vient directement du soleil. L'atmosphère est remplie de prana et euh, comme Freud disait que tout est sexuel, eh bien, les physiciens quantiques et moi-même et tous les représentants du milieu prana, pranisme, respirianisme affirment que tout est énergie, tout est prana. Mmh. Ok. Ta question, c'était? En fait, c'est pas grave. Ma question, finalement, c'est comment on parvient à se nourrir de prana? Ah, Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le corps physique? d'accord, donc ça c'est une question précise. Comment est-ce qu'on se nourrit du prana? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire puisque tout le monde est nourri du prana et d'un point de vue physiologique, comme tout est prana et que tout le monde respire le prana, eh bien tout le monde est pranique. Tout le monde est pranique. Toi qui manges, tu es pranique. Sauf que tu ne le sais pas. Maintenant, tu es en train d'en prendre conscience. Mais tout est énergie. La pomme que tu manges, c'est du prana. Euh, le corps, c'est du prana. Tout est énergie. Nous sommes dans un monde fondamentalement énergétique vibratoire. Il y a de la fréquence basse, il y a de la fréquence haute, vibratoirement parlant. Donc, comment se nourrir du prana? Puisque tout le monde est nourri du prana au travers de la respiration, on ne peut pas vivre sans respirer. Mais quand on respire, on inhale l'oxygène, mais on inhale aussi le prana. Le prana pénètre aussi par la peau qui est un poumon. La peau respire l'oxygène. On sait ça avec les brûlés, les grands brûlés à l'hôpital, même s'ils respirent très bien des poumons, au-delà d'une certaine surface de peau du corps brûlé, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre parce qu'il y a des... Chut, hé le chat, hé le chat, hé le chat. Il attaque mon pantalon. Hé, chut.
même s'ils respirent bien des poumons, ils font des complications à type d'infection cutanée du fait des brûlures, mais aussi parce que la peau ne respire plus. Ne respire plus quoi? L'oxygène, le prana. Donc, comment faire pour se nourrir du prana? Ça m'interpelle toujours cette question parce qu'on se nourrit déjà du prana. Autrement dit, il n'y a pas grand-chose à faire. Sinon, d'en prendre conscience. Et c'est pas juste, je sais intellectuellement que ça fonctionne comme ça ou comme ça. C'est juste d'en prendre conscience. Donc, je reconnecte à cette réalité subtile en conscience. C'est bien au-delà de je sais intellectuellement. Le savoir intellectuellement ne suffit pas. Donc, la nourriture pranique, comment se nourrir du prana, ce n'est pas quelque chose à faire pour se nourrir du prana, parce qu'on est déjà nourri du prana. Se nourrir du prana, c'est en réalité une nourriture de la conscience, en conscience, du ici maintenant, de ce qui se passe physiologiquement avec soi-même, c'est-à-dire la nourriture pranique. Mais c'est une reconnexion en conscience de la conscience. D'accord. Et du coup, par exemple, tu parlais de la personne qui n'a pas mangé depuis 19 ans. Toi, tu n'as pas mangé depuis 2012. Est-ce que c'est bien ça? Alors, je mange de temps en temps trois bricoles quand je suis en famille ou bon, je vais attraper le chat parce qu'il est en train de me détruire le pantalon. Ok. Et le chat. Allez, hop. Voilà, excuse-moi. Ok. Je vais poser ma question autrement parce que, en fait, c'est surtout pour savoir. Donc, j'ai bien compris ce que tu disais que naturellement, en fait, on est tous praniques puisque nous sommes composés d'énergie. Mais il y a des personnes comme toi ou comme l'exemple que tu as donné qui soit ne mangent plus du tout ou qui ne ressentent plus en fait le besoin de se nourrir de nourriture physique. Et du coup, je voulais savoir eh bien, comment on en arrive à là, comment ça se passe en fait. Comment on devient plus conscient du prana. Alors, comment devenir plus conscient du prana? C'est le fait de vivre au présent, le fait de vivre au présent qui va générer plus de conscience. Pour être avec plus de conscience, il faut être avec moins de mental, moins de mental. Être à réfléchir moins pour ressentir plus. C'est la conscience qui ressent au présent, c'est le mental qui réfléchit et qui nous déconnecte de ressentir parce que d'être plus dans le passé ou dans le futur, ça c'est le propre du mental. Le mental nous déconnecte de la perception du ressentir au présent. Donc, comment prendre conscience de cette réalité pranique? C'est méditer. Méditer pour activer la conscience, pour diminuer le mental et pour rééquilibrer trop de mental avec pas assez de conscience. Ça s'appelle la synchronisation hémisphérale. Synchronisation hémisphérale fait qu'il y a un rééquilibrage et une harmonisation d'ensemble tête-corps, corps-esprit. C'est de vivre beaucoup plus au présent que dans le passé ou dans le futur. C'est d'être moins dans l'ego, parce que qui pilote le mental, c'est l'ego, et d'être davantage au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que la conscience est connectée au cœur, alors que le mental est connecté à l'ego. Et c'est d'alléger sa nourriture. Parce que dans l'immense majorité des cas chez les Français, chez les Européens, chez les Occidentaux, chez les Guadeloupéens, les Martiniquais, chez les Réunionnais, j'étais 10 jours sur l'île de la Réunion fin mars pour un accompagnement à domicile en prana. Eh bien, en dehors du tiers-monde, chez l'immense majorité des êtres humains, nous mangeons trop souvent, trop mal. Et donc, ça encombre le corps, ça accélère la fatigue, le vieillissement, la maladie, la mort. Et plus le corps est encombré de cette nourriture moins digeste qu'une nourriture qu'en Inde traditionnelle, on appelle nourriture sattvique. Sattvique, c'est-à-dire qui est bonne pour le corps et qui est bonne pour l'esprit. Tout simplement la nourriture industrielle.
la junk food, la nourriture industrielle, avec tous ces conservateurs, ces émulsifiants, etc., fait que ça encombre le corps, ça alourdit la digestion, ça l'intoxique, et plus le corps est lourd, plus ça va renforcer le mental, plus ça va déconnecter de la conscience qui reste présente, mais qui ne peut pas s'exprimer pleinement. Donc, il est aussi question d'améliorer sa nourriture, de l'alléger, parce que comme nous mangeons trop souvent, trop mal, eh bien, ça veut dire qu'on pourrait manger moins souvent et mieux. Comment? Sur la base végétale. Manger plus de fruits et légumes, crus, cuits, en respectant la faim du corps. J'ai faim, je mange. J'ai pas faim, je mange pas. Oui, mais combien de fois les gens mangent alors qu'ils n'ont pas faim? Combien de fois les gens mangent alors qu'ils n'ont pas faim et ça encombre le corps et ça renforce le mental. Manger renforce les croyances mentales qu'il faut manger, sinon je vais être faible, je vais mourir, je vais maigrir, etc. Comme la viande. Combien d'adultes pensent encore qu'il faut manger de la viande, sinon ils vont pas être costauds, ils vont pas tenir le coup, etc., etc. Et puis en plus de ça, eh bien c'est jeûner. Jeûner pour permettre au corps, parce que le système digestif, le corps, fonctionne avec la prise alimentaire, donc une certaine digestion, mais il fonctionne mieux avec une certaine détoxination. C'est comme une machine, c'est comme toute machine, c'est comme une voiture. Toute machine a besoin aussi de temps en temps de décrasser le moteur, sinon il s'encrasse et il tombe malade, il tombe en panne. Donc, vivre plus au présent, ça peut passer par une certaine forme de méditation. Méditation, c'est quoi? C'est je ressens au présent, je vis au présent. Il n'y a pas besoin de méditer comme des yogis, etc. C'est juste, je suis conscient au présent quand je fais la vaisselle, quand je conduis la voiture, quand je sors le chien, quand je sors les poubelles, quand je travaille à l'ordinateur, simplement quand je regarde la télé. Je suis présent. Et améliorer sa nourriture, manger en respectant la faim physique, gérer les pseudo-faims mentales, émotionnelles. Combien de fois les gens, ils ont faim quand ils mangent parce que c'est la tête qui leur dit mange, ça passera le temps. Mange, tiens, vas-y, goûte, c'est sympa. Mais on n'entend pas le corps, on n'entend pas l'estomac qui dit non, moi j'en veux pas, j'ai pas besoin. Ou alors les gens qui mangent par compensation émotionnelle, je suis pas bien, je mange, ça va me couper mon émotionnel. Parce que la nourriture, c'est anesthésiant. D'accord. Mmh. Et Vivre au du coup, présent, manger sainement et en conscience en respectant le corps. d'accord. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi? Parce que toi, enfin, au départ, tu mangeais entre guillemets de manière, classique, et comment s'est passée entre guillemets «cette transition», heu, pour que tu te nourrisses essentiellement ou majoritairement de prana? Début 2012, je me suis inscrit à cette retraite, ce stage de nourriture pranique chez Henri Montfort, qui était prévu au mois d'août 2012, juillet ou août 2012. Et début 2012, à partir de ce moment-là où j'étais inscrit, il y a quelque chose qui était connecté avec moi-même, qui était embrayé dans cette dynamique de me rapprocher du prana avec cette inscription. Et ce qui fait, sans que je le veuille, ce qui fait que euh, je suis allé, style, je sais pas, mars, avril. Alors au mois de mars 2012, j'étais parti en formation toute la semaine, formation professionnelle en soins énergétiques, dans un endroit, en Loir-et-Cher, dans un endroit où la nourriture était particulièrement dégoûtante, mais vraiment dégoûtante. C'était infernal. La viande, le poulet, c'était du poulet aux hormones, c'était la viande qui se détachait comme ça, c'était affreux. Et j'avais décidé de ne plus manger le soir, le repas du soir. Donc les copains, ils y allaient. Moi, je restais Mmh. dans ma chambre où j'allais me promener. Donc j'avais commencé déjà à réduire les 3 repas par jour en ne mangeant plus que matin, midi. Je crois que j'ai dû rester comme ça quand je suis revenu de la semaine de formation. Et puis, euh, vers le mois de avril, par là, j'avais moi-même un groupe en formation professionnelle chez moi. On fait la pause à midi et puis chacun prend son repas. Et moi, je vais à la boulangerie pour acheter, espérer trouver une fougasse que j'aimais bien, une espèce de pizza avec de la viande dedans. Et j'arrive à la boulangerie, j'étais content parce que je voyais par la vitrine qu'il y en avait.
de ces fougasses. Donc j'attends mon tour, il y avait du monde. Et puis je me rapproche, j'arrive à hauteur de la fougasse, il y a la vitre qui me séparait de la fougasse et je regarde la fougasse pour dire, c'est bien. Et là, c'est superposé au-dessus de la fougasse, sur la fougasse, c'est superposé une tête de mort que j'ai perçue avec clairvoyance, par la clairvoyance. C'est pas l'œil physique qui a vu. J'ai pas cherché à voir. J'ai rien cherché à voir. C'est vraiment manifesté comme ça. J'ai vu la tête de mort qui était tout simplement l'énergie du cadavre de l'animal cuit, mort, cuisiné, qui fait que ça m'a définitivement coupé de, du fait de manger de la viande. Je n'ai jamais plus mangé de viande à partir de ce moment-là. Petite question, est-ce que c'était la première fois que tu voyais justement avec la clairvoyance? D'accord. Première fois, et je n'ai rien fait pour ça. Voilà. Et puis, vers le mois de juin, j'ai été en Alsace. J'habitais en Alsace avec une Alsacienne. Et puis, j'ai fait comme un rêve qui n'était pas vraiment un rêve. C'était la nuit, hein, c'était pas vraiment un rêve. Je me suis retrouvé à courir sous un bâtiment, dans des sous-bassements. Tu connais l'histoire? Non, non, je connais pas, mais je rigole d'avance. Voilà. Dans le souterrain d'un immeuble, j'étais sous terre. Sous terre veut dire dans l'inconscient, hein, quand on décode. Et donc, je courais parce qu'il y avait un assaillant qui me courait après avec un couteau et qui voulait me tuer. Donc, j'avais très peur, je courais. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté d'avoir peur et je me suis arrêté, je suis retourné, j'ai fait face à mon assaillant et je lui dis, ben, viens, quitte à mourir, viens, maintenant, on va voir qui va gagner. Et c'est lui qui a eu peur. Donc, il s'est retrouvé par terre, comme ça. Et sur le moment, à ce moment-là, sur ma gauche est apparue une présence que je ne voyais pas, que je savais qui était là, une présence qui m'a tendu un sabre en me disant tue-le. Et moi de répondre non, je suis pas un assassin, je ne vais pas le tuer. Et lui d'insister en disant tue-le. Donc, je vais le tuer. J'ai pris le sabre. Et puis le gars qui était par terre comme ça, il avait un gros ventre. Donc j'ai pris le sabre et j'ai découpé le ventre comme ça, gentiment, comme une tranche de pain. J'ai découpé le ventre. Et le ventre s'est ouvert et une choucroute est sortie du ventre. Ok. Une choucroute alsacienne. Donc symboliquement, j'ai tué le lien. Hein, j'ai tué le lien avec la nourriture. J'étais dans tous mes états. Je venais de tuer quelqu'un. J'étais là, ouais, j'ai tué. Et je me suis retrouvé dehors, sur le trottoir. Et face à moi, cette présence qui était là face à moi et qui me dit, hey, c'est bon, maintenant, allez, calme-toi et allonge-toi. Et en fait, on était en face à face avec cette présence. Et tu vois, le film Avatar, le gars qui est en fauteuil roulant, avant d'aller sur la planète Pandora, il faut qu'il s'allonge dans cette espèce de coffre-là. Oui, c'est vrai. Voilà, ben, ça m'a fait la même chose. J'étais sur le trottoir, la présence me dit, allez, allonge-toi, c'est bon. Et ça a fait comme ça. On est chacun rentré dans un moule. Et une fois que j'étais dans le moule, tout m'a été, j'ai ressenti comme ça, des pieds à la tête, ça m'a fait, tout m'a été rectifié, reconnecté, réharmonisé. Il y a eu quelque chose de fantastique qui s'est passé. Et là, c'est là où j'ai quitté le rêve, où je me suis réveillé. Mais ça n'a jamais plus été pareil après. Après, voilà, c'était embrayé. Il y a eu quelque chose qui s'est embrayé avec le prana. Okay. Ceci dit, j'ai commencé le stage chez Henri Montfort en juillet. Je ne l'ai pas fait sur 21 jours, j'ai arrêté au 10e jour. J'avais commencé un jour avant chez moi, donc j'ai fait 11 jours de pause alimentaire. Et donc, je me suis réalimenté. Je suis réalimenté parce que ça n'avait pas embrayé, puisque classiquement, 21 jours, c'est pas la seule façon de procéder. Il y a des gens qui basculent naturellement pranique sans rien faire. Là, j'avais fait la moitié, j'étais parti. Les 3 derniers jours de stage, j'étais dans ma tête un peu perdu. Je savais plus trop pourquoi je faisais cette démarche. Je suis rentré chez moi. J'avais plus de motivation, plus de repères. C'est l'effet machine à laver. C'est l'effet classique dans un processus de pause alimentaire pranique. À un moment donné, des choses lâchent. Il y a des schémas limitants, les repères du connu sont un peu revisités.
Et je me suis réalimenté. J'ai refait un deuxième processus pranique en octobre 2012 chez moi et j'en ai refait un troisième en décembre 2012. Sauf que fin 2012, je ne faisais plus que 60 kilos, alors que début 2012, j'en faisais 81, j'avais perdu plus de 20 kilos. Donc, je faisais peur à mon entourage et je me suis réalimenté. J'ai remis ça encore, pause alimentaire, l'été, juillet 2013. Voilà. Donc, c'est vraiment à partir de l'été 2013 que les choses ont basculé. D'accord. Et quand tu parles justement de ta perte de poids, est-ce qu'il t'a fallu trouver un équilibre ou est-ce que c'était la perte de poids, c'était pas, c'était le signe quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, si tu faisais peur à ton entourage ou Non, selon ça allait toi, très bien. Ça allait très d'accord, bien, sauf que j'avais pas basculé pranique parce que quand tu es pranique, tu ne maigris plus et puis tu n'es pas faible ou fatigué, tu es en super énergie, tu dors moins, 2 fois moins que de ce que tu dormais avant quand tu mangeais. Et là, je dormais tout autant. Donc, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais c'est surtout qu'il fallait que je remange parce que je m'étais fixé la limite de ne pas dépasser 60 kilos et j'allais dépasser 60 kilos. J'allais passer en d'accord, dessous de 60 kilos. Donc, c'est là où il faut savoir ne pas forcer. Et c'est pour ça que je n'ai jamais proposé officiellement un stage que je propose depuis 2014. Ça fait 9-10 ans que j'accompagne des gens. Je n'ai jamais proposé des 21 jours parce que 14 jours, c'est largement suffisant pour que les gens ils sachent si c'est bon ou pas bon pour eux, s'ils maigrissent de trop ou pas, ou s'ils se sont trompés d'orientation stage ou pas, sans faire le forcing. Les gens, ils sont toujours à faire le forcing. Beaucoup font le forcing. J'ai plein de stagiaires qui veulent faire le forcing, qui ont fait le forcing, et ça sert à rien. Donc, au bout de 2 semaines, si t'es pas bien, si tu sens le corps qui te dit il faut arrêter, tu arrêtes et tu te réalimentes. d'accord. Tu disais qu'il te manquait quelque chose, qu'est-ce qui te manquait? La fois où tu as perdu du poids justement, alors que normalement tu dois pas en perdre, quand tu bascules pranique? Il manquait, je sais pas si j'ai dit il me manquait quelque chose, j'ai dit que ça ne fonctionnait pas. Mmh. Alors, on peut dire ça, on peut dire qu'il me manquait quelque chose. Euh, ce qui manquait certainement, c'était le relais pranique quantique au niveau cellulaire. La cellule se nourrit de la nourriture biologique conventionnelle. Elle est Mmh. passive, elle attend la nourriture, elle attend l'énergie, ou alors elle peut redevenir ce qu'elle a déjà été lointain dans les vies passées, peut-être la vie juste avant, où on a tous été praniques. Ce qui lui manquait, c'était d'embrayer d'elle-même à aller chercher sa nourriture, l'énergie, au travers de la prise capillaire, la prise de la peau dans le champ quantique. Soit l'énergie vient par la bouche, soit elle vient par l'extérieur sans passer par la bouche. C'est ça la nourriture pranique. En réalité, tout le monde est pranique et on dit qu'un mangeur classique de 3 repas par jour, il est pranique à 15%. Tout le monde est pranique parce qu'il y a, des méridiens, il y a des chakras. L'oxygène, c'est aussi le prana. Donc, ça fonctionne déjà, mais au ralenti. Donc, ce qui manquait, c'était le relais cellulaire en faveur du prana. Et ça, personne ne sait quand ça va le faire, si ça va le faire, parce que tout le monde n'est pas forcément amené à vivre l'état pranique aujourd'hui dans cette incarnation présente. C'est pas nous qui décidons. C'est pas une histoire de mental. Donc peut-être qu'en conséquence, ce qui me manquait, c'était de lâcher le mental. Peut-être de trop vouloir être pranique, parce que je voulais vraiment être pranique à ce moment-là. Et au fur et à D'accord. mesure, j'ai compris que c'est pas de vouloir être pranique qui fait que ça marche le mieux. Mmh. Je pense que c'est bien effectivement de le dire, de le rappeler, que c'est pas, une fin en soi, Mm. et on est tous différents. Et du coup, au niveau des est-ce que tu as ressenti les choses en fait, différemment, quand tu dis que tu as basculé justement, dans l'état pranique, quand le prana, a été, ta nourriture en fait, majoritaire? Au niveau des sensations, qu'est-ce qui changeait en fait en toi? Qu'est-ce qui changeait en moi? Eh bien, quand tu es pranique, tu ne maigris plus, tu es stable. Donc, au début, j'ai perdu 20 kilos, 21 kilos. J'en ai repris 5-6. Donc là, je suis stabilisé
non pas à 80 kg, non pas à 60, mais à peu près à 65. Donc le poids est stable. Je dors 2 fois moins qu'avant. Avant, je dormais 7-8 heures. Là, je dors 3, 4, 5 heures, 4, 5 heures, 4 heures en moyenne, 4 heures. Et ben, quand tu manges, tu es fatigué. Là, tu ne manges pas et tu n'es pas fatigué. C'est quand même incroyable. Tu manges, tu es fatigué. Bon, ben, il faut digérer, il faut faire la sieste, etc. etc. Et quand tu es pranique, tu n'es pas fatigué. Hormis, ça peut être une fatigue émotionnelle. Oui, il peut y avoir une fatigue émotionnelle, mais physiologiquement, tu n'es pas fatigué. Et en plus, tu as un effet dynamo. L'effet dynamo, c'est que plus tu bouges, plus tu produis de l'énergie. D'accord. Plus tu Et du bouges, plus coup, tu produis de l'énergie. d'accord. Et est-ce qu'il t'arrive de ressentir pas forcément la faim, mais une sensation d'être déchargé ou vraiment pas du tout? Si, ça peut être, alors déchargé, non, mais ça peut être l'émotionnel qui creuse, qui te fait baisser ta fréquence vibratoire et qui t'amène avec le mental qui peut revenir à la charge. Donc l'émotion qui déséquilibre le mental, qui baisse ta fréquence vibratoire, à eux deux, peuvent te faire te sentir moins bien et te faire non pas ressentir la faim, mais l'envie de manger. Parce que ce OK. sont les vieux schémas qui sont toujours là. Mmh. Quand tu es en processus pranique de 21 jours, tu vas maigrir physiquement, mais il est très important de faire maigrir le mental. Grâce à quoi tu fais maigrir l'ego. Et grâce à quoi tu peux permettre de gonfler la conscience, de permettre à la conscience de reprendre sa juste place. Et quelle est la juste place de la conscience? La juste place, c'est qu'elle soit maîtresse de la machine humaine. Comme Freud a dit, nous avons mis le mental à la place de la conscience. Le mental, il est limitant. Il est dans je crois ce que je vois et je ne crois pas ce que je vois pas. Hein, c'est les Romains qui pensaient que la Terre était plate jusqu'à ce que ce soit prouvé qu'elle soit ronde. Mais c'est c'est Galilée qui a fait de la prison, qui est terminé en prison parce qu'il a dit que la Terre était ronde. Copernic, Galilée. Et donc, la place de la conscience, c'est notre juste et légitime qualité de vie au présent. Nous ne vivons jamais qu'au présent. C'est le Dalai Lama qui dit ça. Le passé et futur, ce sont des illusions parce que ça n'existe pas. En réalité, ce sont des constructions mentales. La montre qui indique l'heure ne veut pas dire que pour autant le temps existe. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la montre qui indique l'heure que le temps existe. En réalité, le temps n'existe pas. Nous sommes dans un éternel ici et maintenant. Et tant que nous sommes déconnectés de ce ici et maintenant par l'effet de la croyance du mental qui dit on a un passé, un présent, un futur, ça marche pas le prana. Le prana, c'est une reconnexion, pleine reconnexion au présent. Ah, c'est très intéressant. J'ai fait cette expérience d'aller voir une personne que j'avais accompagnée en 21 jours prana en ligne, qui habite en Norvège, au-dessus du cercle polaire arctique, il y a 4 ans. Je suis allé le voir et c'était en juillet 2018 par là. Et j'ai fait cette vidéo quand la conscience s'éveille, où on me voit sur un port, un petit port de mer, un petit port avec des bateaux. Il fait plein jour, sauf il est minuit. Il est minuit. Et tu te dis, c'est dément, il est minuit, les gens dorment et il fait plein jour. Incroyable. Et c'est là où tu te rends compte que la conscience, elle est éternellement conscience, qu'il ce soit la journée, que ce soit la nuit. Quand on dort, il y a toujours la conscience, mais on n'est pas conscient parce qu'on est trop dans le mental. Donc on n'est pas conscient. Par contre, les grands éveillés, les mystiques, les yogis, qui eux sont conscients la journée, restent conscients la nuit. Le corps se repose, mais on ne parle plus de dormir, on parle de veiller. Et la nourriture pranique, c'était un peu plus de conscience, un peu moins de mental, vivre davantage au présent, être dans une plus grande qualité de vie et d'hygiène de vie, parce que c'est respecter les besoins physiologiques du corps que de ne plus le charger à manger trop souvent, trop mal. D'accord. La nourriture pranique, c'est une grande initiation. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres.
Le yoga, c'est une grande initiation. La tradition Vipassana, c'est une grande tradition, comme la nourriture pranique, de voie royale de l'éveil de la conscience. Le pranique, il est un petit peu plus conscient que le mangeur. Ça ne veut pas dire qu'il est éveillé au sens propre. Il y a des praniques éveillés et il y a des praniques non éveillés. Il y a des degrés à tout et c'est complexe. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. Il y a de la subtilité. D'où la confusion, par exemple, entre nourriture pranique et le jeûne. Les gens confondent énormément. Donc, je ne parle pas du jeûne, je parle de pause alimentaire pranique. On pourrait dire jeûne lumière. Ne pas manger pour être nourri, tout en étant nourri de la lumière. C'est ça l'état pranique. Ok. Et du coup, je ne sais pas si c'est une question qui est juste de poser, mais je la pose quand même. Est-ce que selon toi, ou quelle serait en fait selon toi la différence en apport entre la nourriture classique et le prana? La différence, Mmh. la différence, c'est très simple, très objectivement. Si on commence à écouter ce qui se passe au niveau du corps physique, au niveau du corps mental, au niveau du corps émotionnel, de ces dimensions, et au niveau du corps spirituel, quand les gens mangent, s'ils étaient un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe sur ces 4 niveaux quand ils mangent, surtout de manger quand ils n'ont pas faim, mais parce que c'est l'heure, parce que c'est le partage avec les collègues, parce que tiens, je suis invité, j'y vais, puis ben, j'ai pas forcément faim, mais je vais manger pour faire plaisir, ou je mange parce que je suis pas bien, donc ça fera que je me sentirai mieux, etc., etc. Ces programmations, ces croyances, eh bien, les gens se rendraient compte que manger quand on n'a pas faim alourdit le corps. La preuve, c'est qu'il est vite fatigué, qu'il y a l'assouplissement lié à la digestion qui est embrayée et que ça prend énormément d'énergie à digérer 3 repas par jour, d'où que les gens ils ont besoin de dormir en moyenne 8 heures, 8,10 heures par nuit de sommeil. C'est énorme. Ça veut dire qu'un homme de 75 ans, il aura passé 25 ans à dormir. C'est dément, quoi. Un tiers de Mmh. sa vie à dormir. C'est comme, t'imagines, 25 ans à dormir. Voilà. Donc, la différence, c'est que quand les gens mangent, ils alourdissent le corps physique. Bien sûr, manger permet de maintenir en vie le corps physique, de maintenir la vie, mais est-ce que de maintenir la vie permet de vivre pleinement et d'être pleinement heureux? C'est ça la véritable question. Sur le corps mental, ça n'amène pas forcément quelque chose d'optimal, d'un plus optimal en faveur d'un meilleur fonctionnement du mental, de l'intellect, du cartésien. Sur le plan émotionnel, manger en fonction que tu manges sucré, salé, lourd, léger, végétal, que tu manges acide ou acido-basifiant, basique, fait que sur le plan émotionnel, ça va entretenir un up and down. Un up and down. Mange sucré et mange salé, par exemple. Hein, tu vas voir que c'est pas c'est assez chaotique l'équilibre émotionnel quand les gens mangent. Et puis sur le plan spirituel, eh ben, n'en parlons même pas parce qu'il se passe pas grand-chose sur le plan spirituel. Les gens ils s'étonnent quand je raconte que j'ai eu une perception clairvoyante, une vision chamanique d'avoir perçu la tête de mort au-dessus de la viande, comme si c'était un truc incroyable. C'est pourquoi c'est incroyable, parce que ça n'arrive jamais aux gens. Ça n'arrive à jamais quasi personne, sauf certaines qui sont un Mmh. peu dans une certaine démarche ou quête spirituelle, engagée dans tel univers lié au chamanisme, lié à tout ça, au médiumnisme, etc., etc. Mais comme disait Freud aussi, l'extraordinaire n'est pas en contradiction avec l'homme. L'extraordinaire est en contradiction avec ce que l'homme connaît de la nature. Hein. Et c'est ça toute la différence. Donc, ça, c'est quand on mange. Quand tu es pranique, et en réalité, quand tu es pranique, tu nourris au mieux, à l'inverse de la nourriture conventionnelle, tu nourris au mieux les 4 plans. Le corps physique, il est en super santé, et tu as même des processus de régénération de gens qui connaissaient des problèmes de santé que médicalement c'était condamné et qu'ils sortent de leurs problèmes de santé. Parce que le prana, la particule de lumière, nourrit
et régénère le corps en permanence. Il y a plein de choses qui se corrigent, plein de choses qui se corrigent. Alors, ça ne veut pas dire que tout se guérit non plus, mais il y a plein de choses. Je portais des lunettes, je n'en porte plus. Rien que ça. J'ai fait un kyste à la mâchoire. J'ai fait une infection avec un kyste sous-dentaire qui a été opéré, chirurgie, ouvert, cicatrisé, suture chirurgicale, machin. Et puis, j'avais fait une ostéoporose, une déminéralisation de la mâchoire. Le dentiste disant que, après traitement du kyste, de l'abcès, pas un kyste, un abcès, après traitement antibiotique de l'abcès, eh bien, je stabiliserai l'ostéoporose, mais je ne récupérerai pas l'os. Et entre-temps, le prana a débarqué. C'était avant et après le prana, l'aventure pranique, quelques temps après. Et là, j'ai fait une douleur dans cette région précise qui a duré 3 jours avec une cloque au niveau de la gencive à l'intérieur. Je me doutais de ce que c'était. Je me doutais exactement de ce que c'était, mais j'ai voulu vérifier. Donc, j'ai rien dit. Je suis allé voir le dentiste 3 jours plus tard. La cloque avait dégonflé, je n'avais plus mal. Il a fait une radio. Il n'a rien, mais absolument rien trouvé. Rien trouvé. Par contre, il a constaté que l'os s'était reconstitué. Il y a eu une reminéralisation osseuse. L'ostéoporose a résorbé. Et là, il était très étonné parce qu'il n'a jamais vu ça. Lui-même m'a dit l'os ne se reconstitue pas. Et il s'était reconstitué. Pourquoi? Parce que c'est le prana. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc ça, c'est sur le plan physique. Tu vas beaucoup mieux. Tu ne vas pas vivre jusqu'à 200 ans. Tu vis pas forcément plus longtemps, mais tu vis beaucoup mieux sur le plan physique. Sur le plan mental, tu es plus performant, tu captes vite, tu lis vite, tu comprends vite, tu travailles plus longtemps, tu fatigues pas. Tu peux être plus sur l'ordinateur sans fatiguer, tu peux lire plus longtemps, tu peux rester dans ton lit à lire, à travailler, machin, tu es dans le train. Bon, ça va mieux, ça fonctionne mieux, ça percute mieux. C'est l'harmonisation des deux cerveaux, entre l'analytique et l'intuitif. L'analytique et l'intuitif. C'est c'est très cohérent tout ça, ça tient bien ensemble, il n'y a rien de farfelu. Hein. Sur le plan émotionnel, c'est plus le up and down, c'est pas monotone, on s'ennuie, on dort, c'est pas ça, c'est la paix, comme disent les orientaux, shanti. Shanti, c'est la paix. Tout le monde recherche la paix, la sérénité, la zénitude, le bien-être, la quiétude, l'anti-stress. Tu es beaucoup plus là-dedans. Et sur le plan spirituel, quand le mental il est au ralenti, quand il est rééquilibré avec la conscience, ça donne une activation des perceptions subtiles. Donc, quand tu manges acide industriel, surtout quand tu n'as pas faim, eh bien, tu alourdis le corps, tu encombres les perceptions, la conscience qui va fonctionner au ralenti. Les organes d'essence, c'est moyen. Les gens portent des lunettes, les gens ils entendent pas bien, les gens sentent pas bien, enfin ressentent pas bien, goûtent pas bien, touchent pas bien. Par contre, avec le prana, il y a une détoxination de l'organisme, il y a une détoxination des organes d'essence. Je portais des lunettes, je n'en porte plus. Je suis devenu hypersensible des bruits. Les bruits, j'entends beaucoup mieux les choses. Et les perceptions, je les sens beaucoup plus. Si je touche, je ressens beaucoup plus l'énergie d'un animal, d'un arbre, d'un humain, etc., etc. La semaine dernière, j'ai goûté une fraise. J'ai été dans une structure, dans une communauté, et je faisais la vaisselle. Et à côté, ils faisaient la cuisine. Et ils avaient ramené les fraises du jardin. J'étais en formation professionnelle pour le yoga. Il y avait du monde. Et j'ai goûté une fraise. La fraise était bonne du point de vue gustatif, mais elle était beaucoup moins bonne sur le plan subtil. Alors, elle venait du jardin, il y avait de l'énergie, mais pas tant que ça. L'énergie prana, mais pas tant que ça. Et voilà. Je suis mieux nourri, je suis davantage nourri de la lumière que de manger une fraise. Ça me convient mieux. Vraiment, ça me convient mieux. Et sur le plan spirituel, eh ben, tu vas avoir des accès d'intuition, des flashs de clairvoyance, des flashs de clairaudience. Tu vas avoir des insights, des prises de conscience, tu vas avoir des réminiscences, tu vas être plus présent la nuit quand tu dors, donc tu es moins endormi, moins lourd, tu vas être plus présent, tu vas éveiller un peu plus, tu vas être plus conscient quand tu rêves, quand tu es en astral, que machin, un peu de truc. Ça fonctionne beaucoup mieux sur le plan spirituel, lié à ici et maintenant.
c'est beaucoup plus satisfaisant. Donc, tu améliores ta qualité de vie. La nourriture pranique, c'est booster son hygiène de vie, sa qualité de vie, sa joie de vivre au présent, son bien-être physique et corps-esprit. Il n'y a rien de sorcier, farfelu ou dément ou je sais pas quoi. Hein. Voilà, on finit par croire que le mal-être et la maladie sont la normalité parce que à peu près tout le monde connaît plus ou moins le mal-être et plus ou moins la maladie. C'est vrai. Non, non, c'est pas vrai, c'est faux. C'est comme on a longtemps cru que la grossesse était un état pathologique. C'est faux. La grossesse est complètement normale, naturelle. C'est pas une maladie, la grossesse. T'imagines que jusque dans les années 80, on considérait que le bébé ne ressentait pas la douleur. Oui, j'ai vu ça dernièrement et j'étais choquée. Ben, ça choque tout le monde. Jusque dans les années 80, on considérait que le bébé n'avait pas mal et que même on le considérait comme un animal, comme un objet. D'ailleurs, chez les anglophones, on ne dit pas he's a baby, on dit it's a baby. It's, c'est une chose, c'est pas un humain. Tu vois? Oui. Ou alors c'est un chien, quoi. Un bébé, c'est un chien, un chat. C'est quand même terrible quand il pense. Ça, c'est le mental. Et c'est vrai que juste pour poursuivre avec ton exemple, j'avais vu que parce qu'ils pensaient que les bébés ne ressentaient pas la douleur, eh bien, ils pouvaient faire des opérations sans anesthésie. Mais c'est terrible Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, les pauvres bébés? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Pour revenir sur le prana, donc on a parlé de beaucoup de choses jusqu'à maintenant. On a parlé de nourriture pranique, de conscience pranique. On a un petit peu parlé d'état pranique. Est-ce que tu pourrais juste, très rapidement pour que les gens comprennent, différencier nourriture pranique, conscience pranique et état pranique? Commençons par le commencement, c'est-à-dire prana. Prana, particule de lumière, le photon, c'est le soleil, ou peut-être tous les soleils de toutes les galaxies, parce qu'il n'y a pas que notre galaxie, la Voie lactée. Il y a d'autres galaxies, d'autres systèmes solaires. L'univers est apparemment illimité, infini. Ça sort de l'entendement. On ne peut pas s'imaginer à quel point c'est gigantesque. Et qu'il y aurait même plus la notion du contenant-contenu. C'est quand même dément, ça. Il n'y a pas de contenant, il n'y a pas de contenu. Le mental, il ne peut pas concevoir ça. Pas concevoir ça. Donc, il y a le prana, qui est la particule de lumière, émise par le soleil, pour simplifier. Il y a la nourriture pranique, qui est le fait de se nourrir du prana. Tous les êtres humains se nourrissent du prana, ils n'en ont pas forcément conscience. Et puis, il y a l'état pranique, qui est la capacité à vivre sans manger, parce que d'être déjà nourri par le prana, parce que le corps va chercher de lui-même dans le champ quantique, le champ unifié quantique, sa nourriture. Et puis, il y a la conscience pranique. La conscience pranique, il y a la conscience d'unité, la conscience beaucoup plus connectée au présent et dans l'unité. Je m'explique pourquoi l'unité, parce que le mental, il n'est pas dans l'unité, il est dans la dualité. Le mental, c'est, tu viens de l'utiliser toi-même, cette conscience du mental dualiste, tu viens de dire, est-ce que tu peux différencier? Ben, différencier, c'est être différent. Différent, c'est distance. Il y a deux choses qui sont différentes. Donc, on oppose le jour et la nuit, qui n'ont plus rien à voir ensemble. On oppose le gros, le maigre, le gentil, le méchant, le noir, le blanc, le je sais pas quoi. Tout ça, c'est opposer les choses aux autres. Ça, c'est le mental. Le mental, il est névrotique, névrotisant, névrosant, parce qu'il n'est jamais content. C'est l'ego qui est derrière. Et ça, c'est à peu près tout le monde. C'est comme je dis merci, tu vas dire. Avec plaisir. Ah, voilà, c'est mieux. C'est mieux. Parce Ouais, que, je dis plus de rien. voilà, très bien. Parce que qu'est-ce que disent 9 personnes sur 10? De rien. Ben, de rien, c'est la dualité. C'est l'ego qui casse le truc. De rien, ça veut dire que ça ne vaut rien. C'est quand même terrible. Tu me rends un super service, je te dis merci, je suis content, et toi, tu me dis de rien. Oh, il y a très longtemps, je vais au restaurant. Très longtemps, je vais au restaurant avec une agréable, charmante compagnie pour lui faire connaître ce restaurant qui s'appelait Vin et Tartines à Nancy, dans une galerie souterraine.
avec un éclairage à la bougie, il y avait une belle décoration, c'était très beau, etc. On commande. Il y avait beaucoup de monde, il y avait un service qui était intense. Le gars, le serveur, c'était un bel homme, une chemise blanche, bien habillé et tout. Il arrive avec 2 assiettes, on avait une jolie table, la bougie. Un moment unique. Il dépose les 2 assiettes, une magnifique assiette, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, hein. Puis je le regarde, je lui dis merci. Et il tourne les talons parce que ben, le travail l'appelle et il dit de rien. Psh, il part. Et vraiment, ça a fait quoi? Ça a fait que c'est retombé. On était à ce niveau-là et ça a fait boum. Le de rien fait que ça a cassé tout. J'avais même plus envie de la manger, cette assiette. À ce point. Ah oui, c'était. Donc, l'état pranique, c'est le fait de ne pas manger, d'accord. À ne pas confondre avec l'anorexie. L'anorexie, c'est un conflit avec la nourriture et c'est une privation, une limitation. L'état pranique, la nourriture pranique, c'est non pas une privation, une frustration, c'est de l'abondance. Nourriture pranique, il y a nourriture, je suis nourri, c'est de l'abondance. C'est la conscience qui ressent l'abondance et le corps qui remercie parce que c'est la nourriture la plus adaptée à la cellule. Alors que les gens mangent une banane où il y a du prana dedans, ou qu'ils mangent juste le prana directement sans la banane, le corps, il préférera dans l'absolu juste le prana sans la banane parce que la banane, il n'en a plus vraiment besoin à ce niveau-là. Maintenant, la conscience pranique fait que tu es moins dans le mental, moins dans la dualité, un peu plus dans l'unité, un peu plus dans le présent. Donc, on va parler de conscience pranique, conscience d'unité. La subtilité qui fait que des fois, ça amène aussi de la confusion chez les gens, c'est que c'est vraiment 2 choses qui sont censées fonctionner ensemble, état pranique et conscience pranique, mais qui ne sont pas forcément le cas. Si tu es dans l'état pranique, tu peux ne plus manger, mais tu n'es pas forcément dans la conscience pranique. Bon, comment c'est possible? Eh ben oui, c'est possible. Et c'est là où on peut expliquer que ça ne marche pas vraiment. Les gens, avec la volonté, ils peuvent être praniques. Ils font 21 jours prana, ils ne mangent pas 21 jours, ils basculent pranique, mais très rapidement. Les jours ou les semaines qui suivent, ils vont remanger. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester pranique avec autant de mental qu'on avait avant. Okay. Et par contre, il y a des gens qui sont dans la conscience pranique, la conscience d'unité, mais qui mangent et qui ne sont pas forcément praniques de leur état pranique. La preuve, c'est que le Christ mangeait, Bouddha mangeait, Mahomet mangeait. Ils étaient dans une conscience d'unité. Et j'ai dit au début que le mental, c'est l'ego et que la conscience, c'est le cœur. Donc le Christ, le Bouddha, Mahomet, ils étaient dans le rayonnement du cœur. On dit bien le cœur christique. Les orientaux, les Indiens appellent la conscience solaire. Mais ils mangeaient. Ils ne mangeaient pas 3 repas par jour, mais ils mangeaient. Donc, à choisir, il vaut mieux être dans l'état pranique, je ne mange plus, ou est-ce qu'il vaut mieux être dans je mange, on s'en fout, je ne mange pas, on s'en fout, mais le principal, c'est d'être dans le rayonnement du cœur parce que ça m'amène la joie de vivre. Je suis heureux dans ma vie, que je mange ou que je ne mange pas. Si je te pose la question, bien sûr, tu vas me dire, ben, il vaut mieux être dans la conscience pranique que dans l'état pranique. Voilà. Et ça, c'est mon message. Je ne pousse pas les gens à ce qu'ils soient praniques. Je pousse les gens à ce qu'ils soient moins dans le mental, moins dans la névrose, à manger moins acide, à ce qu'ils comprennent que la nourriture acidifiante fait le lit de la maladie et du mal-être, la névrose, et que la nourriture acido-basique, végétale, fruits et légumes, oléagineux, légumineuses, crus, cuits, font le lit de la santé et du bien-être. Et ça doit commencer par ça. Donc, nourriture pranique, c'est de la belle connerie. Je le dis franchement, c'est de la belle connerie. Ce qui est important, c'est pas l'état pranique, c'est la conscience pranique, c'est être heureux dans sa vie et être en pleine santé. Que les gens y mangent ou qu'ils mangent pas. Si j'ai devant moi un Henri Montfort ou un Victor Trouviano ou un je sais pas qui pranique depuis des années, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui émane, la lumière, le cœur, le rayonnement, la joie, l'amour pour le vivant. Ça m'intéresse de voir chez ces gens qui ne mangent plus. Mais
Que je sois avec quelqu'un là qui est à côté de moi et qui dit ne plus manger depuis 20 ans, ça ne m'intéresse pas, c'est pas important. Je comprends. Beh, je te remercie pour ce résumé. Ça met les choses au clair et puis je pense que ça souligne aussi les détails importants. Il y a ça ne sert à rien effectivement de vouloir absolument être pranique, arrêter de manger. Il s'agit pas de ça. Il s'agit effectivement d'être, dans la conscience que comme tu dis dans l'unité, quoi. J'avais d'autres questions. Parce qu'en fait, après tout ce qu'on s'est dit quand même, il y a en fait, un sentiment de liberté possible, entre guillemets, de l'homme qui peut être un système parfaitement autonome dans la gestion de son énergie et de ses besoins. Est-ce que c'est juste de voir les choses comme ça? Autonome, hein, c'est ça. Hein. Mmh. On dit que le prana, le pranisme, la nourriture pranique te rend auto-référent, auto-requérant. Auto-référent, tu deviens ta référence à toi-même, tu ne dépends plus de rien ni de personne. Bien sûr, tu respectes ton voisin, tu ne vas pas cambrioler la banque, te mettre à dos le système, etc., etc. Tu vois, tu fais pas n'importe quoi au sein de la communauté humaine, dans la société. Tu restes à ta place. Tu deviens surtout pas sectaire. C'est important à vouloir que les gens fassent pareil. Mais tu deviens beaucoup plus autoréférent, beaucoup plus autonome, beaucoup plus libre et requérant, tu te suffis à toi-même. Tu vis d'amour et d'eau fraîche. OK. Tu vis mieux avec toi-même et avec ton entourage. Bien sûr, il y a des choses évolutives qui fait que tu peux te rapprocher ou t'éloigner de certaines personnes. Il y a des gens d'eux-mêmes vont se rapprocher ou s'éloigner. Ça, c'est l'évolution. Tu étais femme de ménage, tu deviens infirmière, tu changes de milieu professionnel, de collègue, et peut-être que tu vas te faire de nouveaux amis ou tu vas perdre des amis avec qui tu n'as plus rien à dire parce que tu as évolué. C'est pas propre au prana, c'est propre à la vie en tant que telle, etc., etc. Je vais reprendre. Donc du coup, cette discussion sur le prana, l'énergie, la lumière, finalement, je pense que pour certains, ça permet de découvrir ou de redécouvrir en fait, des capacités, du corps humain. Et tu disais aussi que, bon, la science, elle semble, enfin si, en fait, elle étudie en fait le prana, ça peut être parfois, en fait, secret, ce n'est pas quelque chose qui est dit publiquement. Dans un reportage que tu as fait avec l'INRES, tu disais que tu faisais des bilans de santé avec ton médecin généraliste qui constatait que tout allait bien, mais qu'il ne voulait pas en fait, s'exprimer, publiquement. Donc du coup, je voulais savoir selon toi, qu'est-ce qui dérange en fait? Ce qui dérange, Mmh. c'est très bien parce que c'est une question qui m'a quasi jamais été posée. Donc c'est une très bonne question. Ce qui dérange, c'est le chat qui passe. Là, hop. La chatte qui est en chaleur et qui arrête pas de me faire ses yeux doux. Titi. Elle me confond avec un mâle. C'est les hormones. Donc, ce qui dérange, c'est très simple. C'est que les médecins sont tenus à l'ordre des médecins et l'ordre médecin qui suit les recommandations de l'État, du gouvernement. Donc, la réalité, c'est que la nourriture pranique, c'est subversif. Potentiellement, ça remet en question le système. Parce qu'à partir du moment où les gens sont en bonne santé, ils sont heureux, ils vont être moins consommateurs. Mmh. Donc forcément, ça dérange parce qu'on a besoin de l'humain pour faire tourner le système économique, pour faire consommer, pour faire renouveler. T'achètes une machine, on le sait, ça, la programmation de l'usure d'une machine à laver que tu achètes, ce n'est plus 20 ou 30 ans. J'ai eu un frigo qui m'a duré 30 ans. J'ai eu un frigo qui a duré 30 ans. Maintenant, tu achètes un frigo, au bout de 5 ans, il est mort. Mmh. Maximum 10 ans.
peut-être 3 ans. Dans 2 ans, 3 ans, il est peut-être mort. Parce qu'on programme, tu achètes une imprimante, ça ne dure pas 10 ans, hein, une imprimante. Hein. Ça ne dure pas 10 ans. Donc, pourquoi? Parce qu'on programme le renouvellement, l'obsolescence programmée. Donc, le prana, c'est subversif parce que ça dure très longtemps et tu peux ne plus aller dans les magasins. Et tu n'as plus besoin du système médical pharmaceutique pour te soigner parce que tu deviens ton propre référent et que le prana te soigne, te guérit. Alors, pas forcément de tout, mais te guérit de beaucoup de choses. Donc c'est subversif, ça remet trop en question potentiellement le système économique actuel. Maintenant, la vocation du prana n'est pas de faire la révolution et de changer le système, c'est pas ça du tout. Le but du prana, c'est d'amener à ce que les gens ils améliorent leur qualité de vie, qu'ils aient compris que le régime acide, ça génère la maladie, le mal-être, et qu'ils mettent un petit peu plus de conscience et de basique ou d'acido-basique dans leur vie et ils vont être dans un peu plus de santé et de joie de vivre, tout en respectant la société sans vouloir changer la société. Moi, j'adore voir les gens manger. J'aime bien voir les gens manger parce que je sais qu'ils se font plaisir, même s'ils mangent de la merde. Je le dis franchement, même s'ils mangent de la merde, que j'ai beaucoup mangé avant, hein, même s'ils mangent n'importe quoi, style par exemple de la viande ou du fromage, qui est acidifiant et qui encrasse les articulations et qui génère des inflammations articulaires, les produits laitiers, animaux et la viande sont très acidifiants pour l'organisme. Bon, par exemple, moi, je faisais 3 lumbagos par an. Quand je faisais 80 kg à 1,80 m jusqu'au début 2012, j'étais beau et fort. Sauf qu'à l'intérieur, c'était pas terrible parce que je faisais 3 lumbagos par an. J'étais bloqué 3 fois 3 semaines au lit, je bougeais pas parce que j'étais raide. Parce que dans mon frigo, c'était rempli de produits laitiers, yaourt, fromage à pâte molle de vache et la charcuterie, la viande italienne. Ma mère était italienne, je suis moitié italien. Donc, je me nourrissais très mal et le corps me le disait. Sauf que mon médecin ne m'a jamais dit arrête de manger tes produits laitiers et ta viande et ton gluten et ton saccharose, arrête. Il me l'a jamais dit, peut-être qu'il ne le savait pas ou peut-être qu'il fallait pas le dire pour me fidéliser en tant que client. Parce que depuis, je ne vais plus du tout chez le médecin. Une fois par an et encore maintenant. Moins que ça parce que le certificat médical pour le sport, il est valable 3 ans, je crois. Donc, il n'y a plus besoin d'y aller une fois par an. C'est pour ça que je faisais une prise de sang tous les ans. Donc, ça dérange. Mais bon, ça dérange dans la tête des gens parce que moi, je ne cherche pas à ce que les gens ils s'opposent à la société. D'accord. Je pense que tu as répondu à ma prochaine question qui était justement si demain la conscience pranique se développait à grande échelle dans notre société, qu'est-ce que ça changerait? C'est surtout effectivement de manière individuelle et collective une amélioration de la santé, du bien-être. Voilà. Et peut-être, vas-y. Alors, si la conscience pranique prendrait le dessus dans la se développer jusqu'à prendre majoritairement le dessus sur l'état actuel de grandes névroses, de grandes perturbations, de grands enjeux et défis qui sont en cours de réalisation on voit tout ce qui se passe hein, avec la crise Covid, avec l'Ukraine, on voit plein de choses qui se passent, etc., etc. Eh bien, la société se porterait beaucoup mieux. Le défi de sécurité sociale se résorberait, il faut le dire. Le défi de sécurité sociale se résorberait. On enverrait davantage d'émissaires praniques dans le tiers-monde pour apprendre aux gens à se nourrir du prana plutôt que de mourir de faim. Tu vois? Donc, on améliorerait énormément les choses. Maintenant, c'est quand même ce qui se fait, parce que de plus en plus de gens s'éveillent, de plus en plus de gens pratiquent le yoga, de plus en plus de gens pratiquent la méditation, le végétarisme, le véganisme a explosé. Toutes les grandes surfaces alimentaires ont leur rayon qui est de plus en plus grand dans le bio, les énergies renouvelables, la permaculture, il y a plein de choses que les gens ils prennent conscience maintenant de tout ça. Ça ne veut pas dire que forcément ils vont arrêter de manger, ça veut dire qu'ils cherchent à vivre mieux, à se nourrir mieux, à être plus heureux dans leur vie. Donc c'est un mouvement que personne ne saura arrêter. Personne ne saura arrêter ça. Et ça, c'est une très bonne chose, même si les gens continuent de manger, c'est pas le souci. Mais il faut quand même se rappeler. Bon, après, je dirais que arrêter de manger, devenir pranique, de l'état pranique,
n'est pas le but. C'est pas ce que je cherche à ce que les gens ils obtiennent. Dans l'absolu, l'humain n'a pas besoin de manger dans l'absolu parce qu'il est déjà pranique. Il a dans ses mémoires cellulaires l'état pranique de ses vies antérieures. Mais tous les êtres humains n'ont pas à chercher l'état pranique parce que c'est pas forcément ce qu'ils sont amenés à vivre ou à revivre dans cette incarnation présente. On n'est pas tous amenés à vivre les mêmes choses. Il y a des chamans, tout le monde n'est pas amené à vivre le chamanisme. Il y a des médiums, tout le monde n'est pas amené à vivre le médiumnisme. C'est pareil pour la nourriture. Ça, c'est une chose. Après, état pranique, conscience pranique, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je voulais dire, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Mais c'est vrai que état pranique et conscience pranique fait que les guerres ne sont plus possibles. Si Poutine était un petit peu plus pranique, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine. Il aurait dit, bon, ok, l'Ukraine va partir à l'OTAN, je vais perdre l'Ukraine qui est de son histoire 100% russe. L'Ukraine était russe. Hein. Les fondateurs de l'Ukraine, ce sont les Vikings. Les gens ne le savent pas. Les Vikings ont descendu, ont investi l'Ukraine et ce sont les premiers habitants de l'Ukraine. C'est pas la Russie, c'est les Vikings. Bon, eh bien, Poutine, il dirait, bon, en plus, je suis malade, j'ai un cancer, je suis en train d'être traité, mais je vais peut-être mourir bientôt. Qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant de récupérer l'Ukraine? Laissons ces gens vivre tranquilles. Et puis, que ça parte à l'OTAN ou pas, tout est impermanent, tout est illusion, tout est l'ego ou tout est l'amour, le cœur. Alors, soyons dans l'amour et soyons dans le détachement plutôt que d'être dans la matérialité, à vouloir garder pour soi l'Ukraine tout entière. Voilà, ça améliorerait la vie de la planète. On oublie que la planète, c'est un organisme vivant et que nous saccageons la planète. Nous épuisons les ressources naturelles de la planète à construire tous les jours des voitures, à exploiter tous les jours les fonds marins pour produire de l'essence, du kérosène, et que ce sont des réserves qui sont en train de s'épuiser, et qu'on épuise la planète à produire de la nourriture pour 8 milliards d'habitants. Quand on va être 9, 10, 15 milliards d'habitants, si tant est que ça arrive un jour, de quoi vont se nourrir les humains? Tout le monde sait qu'à un moment donné, ça va bloquer, quoi. De quoi vont se nourrir les humains quand il n'y aura plus de quoi nourrir tout le monde? Donc, les gens, ils sont dans des œillères, ils produisent les gens, les gouvernements produisent le système économique. Il faut faire un produit national brut, il faut faire un produit intérieur brut le plus performant, il faut avoir un taux de croissance économique, machin, mais on va un petit peu plus vers notre perte. Ça s'appelle évolution, involution. C'est une histoire de conscience. Ça, c'est très intéressant parce que quand on prend de la hauteur, on dit que la planète Terre va terminer comme ont terminé d'autres planètes comme la Lune. On dit que la Lune était une planète habitée. C'est maintenant un astre mort, mais qui a abrité des consciences comme des humains, si tu veux, des êtres lunaires, mais qui a été épuisé de toutes ses ressources et qui a fini par devenir un astre mort. C'est ce qui risque d'arriver avec la planète Terre. Ce serait dommage, ouais. Voilà, au sein de la race actuelle, il y a la race aryenne. Aryenne, c'est pas Hitler. Hein. La race aryenne, c'est l'être humain. Que l'on soit noir africain, que l'on soit jaune asiatique, que l'on soit rouge amérindien ou blanc européen, occidental, nous sommes tous de la race aryenne. Et on dit que nous sommes la 5e race que la planète Terre aurait abritée. On dit qu'avant les Aryens, il y avait les Atlantes. Avant les Atlantes, il y avait les hyperboréens. Avant les hyperboréens, il y avait les protoplasmatiques. Protoplasmatiques, hyperboréens, Atlantes, Ariens.
Voilà. Nous sommes la 5e race que la planète Terre abrite actuellement, héberge actuellement, nourrit actuellement. Et que nous sommes arrivés à un enjeu terrible qui est de sauvegarder la planète de la pollution, de la désertification, de l'exploitation à outrance, qui fait que on est au carrefour de plonger un peu plus vers notre perte ou sauver les meubles et éviter le pire. Il paraît que Poutine, il a l'arme qui permettrait de détruire la planète tout entière. Hein, les missiles, etc., etc. Appuyer sur un bouton permettrait de détruire la moitié de la Terre. Non, mais on est arrivé à un niveau de technologie terrible. Donc, à tout moment, ça peut exploser. À tout moment, on peut disparaître. Et donc, ce qui risque d'arriver, très probablement, c'est que, sauf cas contraire, eh bien, l'être humain, la race aryenne actuelle sur la planète Terre, a tellement exploité et refuse de regarder l'évidence des choses que court à sa perte et que nous connaîtrons peut-être sur cette Terre ou sur une autre planète d'autres conditions de vie parce que voilà, c'est cyclique, c'est l'évolution. D'accord. Ego. Le message de la nourriture pranique, c'est ego ou amour, c'est tout. C'est ego ou amour. C'est ça le message, ego ou amour. Moi je, ou alors amour. Ok, j'espère que... Et c'est surtout pas arrêter de manger. Si les gens sont praniques en ayant arrêté de manger, grand bien leur fasse, pourvu qu'ils soient en pleine santé, la tête sur les épaules, connecter la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, très important, une connexion tertielle, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, et non pas la tête dans les étoiles et déconnectée de la terre et perchée là-haut. Bon, mais grand bien leur fasse, le plus important, c'est que les gens soient heureux dans leur vie. Ego ou amour. Ok, super. On arrive, je pense, au bout de cette conversation inspirée. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de cet échange? Je pense que c'est les derniers mots, là, surtout. Je voudrais surtout, si tant est que je veuille quelque chose, je voudrais surtout que les gens fassent la différence entre amour et amour. Parce qu'il y a Entre amour et amour? D'accord. Oui, parce qu'il y a amour et amour. C'est tellement galvaudé, amour. C'est vrai. C'est comme stress. Stress, c'est très galvaudé. Il y a amour et amour. Parce que ego ou amour, ça veut dire quoi? Ego, c'est je pense à moi d'abord, je pense qu'à moi, et je suis dans le petit moi, la petite névrose de l'ego qui me différencie de tout, hein, et qui me sépare de tout, et qui me fait aller vers ce qui m'arrange, ce qui me convient, ce que j'aime, et qui me fait éviter ce qui m'arrange pas, ce qui me convient pas et ce que j'aime pas. C'est toujours la dualité. L'ego, le mental, c'est la dualité. On peut pas y arriver comme ça. Si l'être humain pouvait être heureux dans sa vie, ça se saurait. Parce que le mental égotique, l'ego, domine la planète, domine. Ça s'appelle le sexe, l'argent, le pouvoir. Ça, c'est l'ego. Eh bien, on saurait avec l'ego si on pouvait être heureux. Il suffit de voir l'état de la planète. Manifestement, c'est pas ça. Par contre, amour, oui, mais il y a deux types d'amour. Il y a l'amour conditionné et l'amour inconditionnel. L'amour conditionné, c'est l'amour relatif basé sur toi je t'aime bien, toi je t'aime pas. Toi t'es gentil, toi t'es pas gentil. Toi tu m'arranges mes affaires, toi tu m'arranges pas mes affaires. Ça c'est pas de l'amour, c'est de l'amour conditionné. C'est l'ego qui est sélectif en fonction de ce qui va être bien pour lui. Et quand on est dans l'amour détachement, inconditionnel, indifférencié, on devrait être capable d'aimer autant sa femme que le clochard dans la rue, d'aimer autant son frère que la prostituée dans la rue, d'aimer autant son chat que le chien qui est atteint d'une lèpre ou d'une maladie qui est comme ça dans la rue. Là, oui, là, on peut parler de l'amour. Pas avant. Donc, c'est ça qui est le message de la nourriture pranique. C'est soyons dans l'amour inconditionnel, éveillons la conscience, soyons dans le cœur,
que les gens mangent ou qu'ils ne mangent pas, pourvu, priorité, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils ne se mortifient pas à, à, à imposer trop au corps, à violenter le corps, à devenir squelettique, je ne sais pas quoi, à confondre prana et anorexie. C'est pas ça, le message du prana, c'est un message d'amour inconditionnel et de vivre pleinement au présent dans le respect de soi, physique, mental, émotionnel, spirituel, et dans le respect de l'autre. Ne rien imposer à l'autre, ne rien vouloir convaincre, changer l'autre, qu'il fasse pareil. Non. Et voilà. C'est ça le message. C'est ça que j'aimerais que les gens retiennent. Amour inconditionnel. Un peu plus de détachement, un peu moins de mental, un peu moins d'ego. Ouvrir le cœur. Un pranique qui arrête de manger et qui a le cœur fermé comme il était avant, il ne va pas rester longtemps pranique. Ça ne marche pas. Parce qu'il est avec trop de mental et trop d'ego. Et du coup, est-ce que toi, tu aimes inconditionnellement aujourd'hui? Un peu plus qu'avant. Un peu plus qu'avant. Personne n'est parfait. Moi-même, je suis loin d'être parfait, très loin d'être parfait. Mais le but, c'est pas de chercher à être parfait. Le but, c'est à chercher à s'améliorer, à évoluer et aller dans le bon sens, qui est la qualité de vie au présent et le respect dans la société de la différence. Ne pas chercher l'autre à faire comme soi, ne pas rejeter l'autre parce qu'il n'est pas comme soi. Je suis un petit peu plus dans ces registres-là qu'avant. D'accord. J'ai une dernière question que je pose à toutes les personnes avec qui j'ai des conversations. Qu'est-ce qui a contribué à ton mieux-être aujourd'hui? L'aventure pranique. Là, c'est tous les jours, c'est pas seulement aujourd'hui. Oui, mais justement, c'est tous les jours et l'aventure pranique, en réalité, concerne tous les domaines de la société et de la vie d'un être humain. La nourriture pranique, c'est pas que l'alimentation, c'est la relation à soi, la gestion des pensées, la gestion des émotions, la relation à la nourriture, la gestion de la nourriture, respecter la faim physique, mentale, émotionnelle, arrêter de compenser les faims mentales, émotionnelles et apprendre à les gérer. C'est aussi la relation à l'autre, c'est la relation aux habits. Si tu t'habillais toujours en noir, tu vas mettre plus de couleurs. Si tu t'habillais plus en satin, en nylon, tu vas mettre plus de coton. Tu vois, la vie, c'est la couleur. Les gens qui sont habillés toujours en noir, parce qu'à l'Obispo, c'est pas la même chose, tu vois. Alors, je critique pas, je respecte, mais avant, je sais que j'étais beaucoup moins coloré dans mes habits. Je suis beaucoup plus dans les couleurs aujourd'hui. La nourriture pranique, c'est aussi la sexualité. La sexualité, elle est évolutive. Tu es moins dans un rapport physique, charnel, de quête du plaisir, et tu es plus dans un rapport de cœur, de lâcher prise de l'ego qui veut son petit plaisir, son petit orgasme, pour être plus dans la relation à l'autre, dans l'union à partir du cœur, qui fait que l'orgasme peut évoluer en l'extase. Si l'orgasme, c'est le plaisir du corps, l'extase, c'est le plaisir de l'âme. Les mystiques qui n'avaient pas de sexualité et en plus praniques, ils vivaient l'extase. Marthe Robin, 27 ans sans boire ni manger, grande mystique catholique qui est morte dans les années 80, qui habitait à Châteauneuf de Galore, entre Lyon et Valence, moitié centre de la France. Je suis allé visiter sa maison, sa ferme familiale. C'est devenu un musée. On peut encore voir la chambre où elle était, avec le petit lit, parce qu'elle était paralysée, elle était comme ça, dans son lit. Eh bien, le vendredi, on lui remettait l'hostie sur la langue. Elle mangeait une hostie par semaine. Une hostie. Elle tombait en extase. Vous voyez qu'elle était morte. Elle respirait au ralenti. On entendait à peine les battements de cœur et ça durait 3 jours. Le lundi matin, tout doucement, on lui parlait à l'oreille pour la ramener parce qu'elle était en extase là-haut, elle était partie là-haut. En Inde, il y a eu Balayogi. Balayogi qui est resté 40 ans sans boire ni manger et qui était en extase, ce qu'on appelle chez eux en samadhi. Samadhi, c'est la supraconscience, l'extase, la conscience d'unité avec le tout, conscience brahmanique, et qui avait les ongles qui poussaient, les cheveux qui poussaient, la barbe qui poussait, il avait un gros ventre. Comment c'est possible alors qu'il ne mangeait pas? Mais parce que c'est le miracle et le mystère de la vie. Et il y a cette Française, Poumi Lescaut, qui a écrit un livre
avec des photos en noir et blanc sur Bala Yogi parce qu'elle l'a connu, elle l'a rencontré, elle a vécu avec à ses côtés. Elle a écrit ce livre. C'est un livre que j'ai eu en main et que vous pouvez trouver très facilement. Pumilesco sur Bala Yogi. Tout ça pour dire, je ne sais plus. Sur ce qui a contribué à ton mieux-être aujourd'hui, mais en fait, c'est le prana tous les jours, quoi. Mais le prana, c'est pas les gens, ils voudraient faire plein de pratiques techniques pour être praniques. Or, la seule pratique valable, c'est de vivre au présent. Et au-delà de la pratique et de la technique pour être pranique, la véritable technique qui fait que ça marche à tous les coups, non pas d'être pranique, mais d'être plus heureux dans sa vie, c'est le lâcher prise. Tout ça, c'est paradoxal. C'est pas forcément évident à comprendre, mais c'est le lâcher prise. Tant qu'on est dans le contrôle, dans la retenue, dans je tiens, je lâche pas le truc, je peux pas m'abandonner à la vie. Comment est-ce que la vie peut prendre le relais et me faire vivre? Je m'abandonne à la vie et la vie s'occupe de moi. Comment est-ce que c'est possible si je reste dans mes contrôles, mes résistances, mes peurs, mes non lâcher prise? Donc, la nourriture pranique, c'est une appellation nourriture pranique qui porte énormément à confusion parce que c'est restrictif, c'est restreint à nourriture. C'est considérant pour les gens que c'est juste une question de nourriture. C'est bien plus qu'une question de nourriture. La nourriture pranique, c'est en réalité une communion avec le vivant, avec la vie. Communion, je ne fais plus qu'un avec. C'est ça la véritable nourriture pranique. Que les gens mangent ou qu'ils ne mangent pas. Communier, c'est être un avec. C'est l'état d'unité au tout. Donc, quand tu manges une poire, si tu manges une poire parce que tu te dis il faut que je mange du sucre, sinon je vais faire un malaise, je vais être en hypo, je ne vais pas tenir jusqu'à midi, là, c'est le mental qui te pilote. Et le corps n'en a pas forcément besoin. C'est une faim mentale ou une faim émotionnelle basée sur la peur. Si tu manges une poire en conscience, tu ne fais qu'une seule chose à la fois, de manger. Tu ne réfléchis pas, tu ne regardes pas Facebook, tu ne regardes pas la télé, tu ne téléphones pas. Tu es avec ta poire, tu manges en conscience. Tu respectes la faim du corps parce que le corps a faim, il a besoin de cette poire. Tu la manges. Et en la mangeant, tu ne fais plus qu'un avec, tu deviens cette poire. Je suis un avec la poire. Il n'a plus rien à voir. Ça va nourrir le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Et plus tu fais ça, moins tu auras besoin de manger en quantité. Parce que tu amènes de la qualité à la conscience et à la cellule. Donc tu réduis le bol alimentaire. Et à un moment donné, le docteur Aki au Japon, il a été pranique comme ça sur 2 ans. De se nourrir en conscience et d'enlever toute la nourriture industrielle, la nourriture acidifiante, et il ne restait plus que les fruits et légumes. Et à un moment donné, les fruits et légumes sont à peu près la seule chose qui nourrissent correctement, à peu près correctement tous les plants, qui fait que tu as de moins en moins faim. Et à un moment donné, tu n'as plus faim, tu lâches et tu es pranique. Et c'est comme ça qu'il a fait. Docteur Aki. Il est fantastique, il est super ce gars. Si je vais au Japon un jour, j'irai le voir. Super. État de communion. Je peux donner un exemple? Je t'en prie. Fin 2014, je suis à Paris en formation professionnelle pendant une semaine. Tous les jours à midi, les gens ils allaient manger au restaurant de l'hôtel Le Nouvellec, dans lequel nous étions à l'étage. Et ils allaient au rez-de-chaussée au restaurant de l'hôtel. Et puis, un midi, je sors en avance et à l'entrée de la salle, il y avait des canapés avec des distributeurs de boissons et tout ça. Et j'étais avec une lecture qui était très nourrissante, qui était ce physicien québécois qui m'échappe et qui a écrit plusieurs livres, dont Vivre au présent, quoi. Vivre au présent dont je me suis délecté page après page. C'est vraiment une très très belle nourriture, ce livre. Et je sors un quart d'heure avant. Ça sonne, midi sonne, le cours s'arrête, les gens ils vont manger. Et il y a une petite dizaine de personnes qui s'assoient à côté de moi, autour de moi, sur les canapés, et qui commencent à sortir leur tupperware et mangent sur place. Ils ne vont pas au restaurant. J'étais là avec mon livre. À un moment donné, il y a une stagiaire
qui relève le nez de son tupperware, qui dit ben alors, tu manges pas, Gabriel? Je dis mais je suis déjà nourri. Comment ça? J'ai déjà mon livre, c'est une nourriture pour moi. Mais oui, oui, mais tu manges pas? Non? Mais tu mangeras ce soir dans ta chambre, parce que j'avais loué un studio pour la semaine. Je dis bah pas forcément. Comment ça, tu vas pas manger? Bah, mais tu manges quand? Je voulais être un peu discret, quoi. Alors je dis bah non, mais ça y est, c'est bon, c'est fait. Bah, explique-nous alors. Bon, j'ai dû expliquer après, mais euh, après, c'est-à-dire pas sur le moment, après, au-delà de ce temps-là, mais ce dont j'ai pris conscience, c'est que je salivais beaucoup, parce que la salivation spontanée, sans voir la nourriture, sans sentir la nourriture et sans penser à la nourriture, est un signe de l'état pranique. L'état pranique, c'est poids stabilisé, sommeil divisé par deux, super vitalité, tu ne fatigues pas, hormis fatigue émotionnelle peut-être, et une limite à la fatigue physique, parce que même le pranique, il a ses limites, hein, etc., etc. Mais il y a aussi la salivation spontanée. La glande pinéale capte la lumière, le prana, les photons, et va imprégner les glandes salivaires qui va faire produire, là j'ai beaucoup de salive quand je te parle, va faire produire une salive plus épaisse. Certains de mes stagiaires ont remarqué une salive plus salée, d'autres plus sucrée, selon les uns et les autres, et qui va devenir ce qu'on appelle en Inde amrita, ce qu'on appelle dans le catholicisme, le christianisme, la manne. Et la manne serait ce dont justement les Juifs errant dans le désert en suivant Moïse, et ce dont ils se seraient nourris, qui leur aurait permis de ne pas mourir. La manne, c'est le prana. Amrita, c'est le prana. Le nectar ou l'ambroisie, la nourriture des dieux pour la Grèce antique, c'est le prana. Tu vois? Et donc, là, ce dont j'ai pris conscience, c'est que ils étaient en train de manger dans leur tupperware, j'entendais les fourchettes, et moi j'étais avec mon bouquin, j'étais nourri, et quand j'ai pris conscience de ce qui s'est superposé là-dessus, c'est que j'étais encore plus nourri, encore plus dans la salivation, encore plus dans la joie. La joie, c'est un signe aussi de l'état pranique, parce que plus tu as l'ouverture du cœur, plus tu as la joie spontanée sans raison. C'est que j'ai relevé la tête et j'ai calculé combien il y avait de personnes. Il y avait 12 personnes autour de moi, 12 personnes. Et là, on me prendra pour un mégalomane, c'est pas grave, mais là, c'est superposé, comme c'est superposé sur la fougasse, la tête de mort, c'est superposé en vision, en conscientisation, qui s'est imposé à moi sans que ce soit volontaire ou une démarche mentale de dire je vais penser à ça, c'est imposé la scène du Christ avec les 12 apôtres. Donc j'avais 12 personnes autour de moi, mais c'est véridique. Et non pas que je me suis pris pour le Christ, pas du tout, mais j'ai vécu cette énergie. D'accord. J'ai vécu cette énergie d'être avec les 12 apôtres, tout en étant Gabriel, bien sûr. Mais j'étais dans un niveau de supraconscience comme ça, c'était fantastique. J'avais pas besoin de manger. C'est ça que les gens ils peuvent comprendre. Pas besoin de manger, c'était super. Parce que tout était aligné au présent. Tout était juste. C'était juste qu'ils mangent leurs pâtes, leurs riz, leurs trucs. C'était juste que je sois déjà nourri avec ma lecture et que tout allait bien, que j'avais pas faim, pas soif. Ça, c'est la nourriture pranique. Merci Gabriel. Voilà. On termine bien. Yes. C'est très inspirant tout ça. Non, mettre plus de santé, plus de joie, plus de présence, plus de conscience, vivre au présent. C'est ça le défi de la nourriture pranique. Ne pas vouloir arrêter de manger, ne pas se mettre en danger, parce qu'il y a des gens qui se mettent en danger, il y a des gens qui font le forcing, etc., etc. Si ça doit le faire, ça le fera. Si ça ne doit pas le faire, ça ne le fera pas. Les gens peuvent être beaucoup plus heureux sans forcément chercher à être pranique. Il y a des gens praniques qui l'ont été, qui ne veulent plus l'être, qui n'étaient pas équilibrés, qui ne veulent plus en entendre parler. Puis il y a des praniques comme Henri Montfort, ça fait 20 ans, il n'a pas mangé, il est très heureux. Donc voilà, c'est ce que la vie a décidé. Si je dois être pranique, je serai pranique. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, basta. C'est bon, tout va bien. Et on ne cherche pas à convaincre qui que ce soit qu'il doit faire pareil. C'est juste une anecdote. C'est juste une particularité de la cellule qui est capable de devenir autonome.
autosuffisante. Mais ça s'appelle en Inde, ça s'appelle un siddhi. Le siddhi, c'est le pouvoir. Comme il y a des gens qui font la lévitation, il y a des gens qui font la téléportation, ça existe. Et il y a des gens qui sont praniques. Ça, c'est un pouvoir possible dont certaines personnes jouissent. Mais de s'identifier à ce pouvoir bloque l'évolution de l'humain dans son cheminement spirituel et dans sa réalisation de lui-même dans sa vie, parce que l'ego a récupéré ça, il bloque l'être humain là-dedans. D'accord. Et c'est pour ça aussi que vous ne m'entendrez jamais dire, jamais je n'ai dit une seule fois, je suis pranique. Jamais je ne le dirai. Parce que l'ego est pas loin. Et que tout le monde est pranique. Sauf que tout le monde n'en a pas forcément conscience. Je me tais, c'est fini. Ok, pas de souci. En tout cas, oui, c'était. Je te remercie pour cet échange. C'était très intéressant. Et oui, je comprends mieux. Je comprends mieux en fait certaines choses et la différence en fait, conscience pranique, prana, etc. Et c'est vrai en fait. Oui, vas-y. Donc c'est vrai aussi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça et qu'est-ce qu'on peut comprendre ou qu'il faudrait comprendre en plus de tout ce que j'ai dit, c'est que les gens commencent à jeûner un petit peu plus. Donc j'allais te poser cette question, est-ce que toi-même tu jeûnes un petit peu? Parce que jeûner, c'est amener la voiture au garage avant qu'elle tombe en panne pour nettoyer les filtres et refaire un petit peu le nettoyage intérieur, la vidange, etc. C'est important que les gens jeûnent parce que s'ils mangent trop souvent, trop mal, c'est important de mettre l'organisme au repos et au repos, l'organisme peut embrayer la deuxième phase qui est la détoxination. Et plus les gens détoxinent, plus ils se sentent mieux dans leur peau, quoi. Est-ce que toi-même tu jeûnes un petit peu? J'ai pas jeûné à 100%, mais pendant, à 2 périodes différentes, j'ai fait en fait, j'ai bu que des jus en fait de fruits et de légumes pendant une vingtaine de jours. Ah, Voilà. bien, bien. Et la première fois, c'est vrai que je me suis sentie calme et je suis déjà de nature assez calme, mais là particulièrement, je me sentais calme et apaisée. Ouais. Ok, très bien. Comme il n'y avait pas de fibres dans les jus, donc normalement, il y a presque pas de digestion. Donc effectivement, le système digestif est au repos. Voilà. Je pense que Bon, je vais recommencer. très bien. Voilà.